Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. I don't want my brain to stop working. Si vous saviez pas, Bill, c'est le diminutif de William. Vous savez, je ne dis pas aux autres comment ils doivent voter. Vous mentez, Bill. Bill Gates, quand il est gamin, il s'enfile la biographie complète de Napoléon. On sent qu'il y a une minorité qui emmerde une majorité. Est-ce que vous êtes un conservateur? Bah oui. Pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? On n'a plus le droit de rire jaune. Je connais cette théorie. Liste noire, mouton noir, broyer du noir. Les salles rouges. Et ça jaune. Non, les salles rouges. Ah, autant pour moi. Nous sommes en guerre. Et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus, effectivement, la guerre. Mais quelle guerre? Quelle guerre? Eh bien, on va parler de beaucoup de fronts aujourd'hui, tous les fronts. Notamment le professeur Didier Raoult, je ne vous présente pas, vous le connaissez, IHU, Marseille Méditerranée, microbiologiste et puis tout le reste. Eh bien, on va parler pas spécialement d'hydroxychloroquine, non. On va parler de Bill Gates. Bill Gates, le plus grand donateur privé de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que des États commencent à bouger, à tort ou à raison. On va en parler et pourquoi ils bougent. Bill Gates, c'est Didier Raoult qui nous en parle. Et il nous en parle longuement et très en tout cas, lucidement. Et puis, évidemment, toutes les merveilleuses perles, vous savez, que vous aimez beaucoup, hein, auditeur de Sud Radio, résident Sud Radio, travailler au noir. Est-ce que c'est raciste de dire travailler au noir? Et puis une TVA à 20% pour l'eau en bouteille. Proposition refusée, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et Laurent Gérard, effectivement, qui aime pas beaucoup les ismes. Ah bon? Pourquoi il n'aime pas les ismes? Bon, on va en parler. Et puis, nous allons recevoir en seconde partie d'émission. Alors, tous les épargnants, et pas seulement eux, vont être intéressés. C'est Charles Gave, le financier, l'économiste, qui sort un livre qui s'appelle « Cessez de vous faire avoir ». Dis donc, vaste programme, hein. Eh bien, si vous êtes intéressé en tant qu'épargnant, il a beaucoup de choses à vous apprendre, à vous enseigner. Vous téléphonez au 0826 300 300. De 13h à 14h, nous aurons Charles Gave et il a, je crois, des conseils assez judicieux à vous donner. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, et je ne suis pas le seul, vous savez qui est dans tous ces états? Le Pays-Bas.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Bill Gates, l'OMS, les dons. Nous sommes avec le professeur Didier Raoult et nous parlons effectivement de tout cela. Mais Didier Raoult, on peut vous objecter quand même, bon, il a effectivement versé beaucoup d'argent, mais aussi quand même pour les bonnes causes. Le problème qui se pose, est-ce que l'OMS, par exemple, on parlait que de l'OMS, est-ce qu'il doit être que contrôlé par les gouvernements, parce que n'oubliez pas aussi, on n'a pas parlé de la Chine. La Chine pèse d'un grand poids sur les décisions, en tout cas dans l'OMS. Est-ce que effectivement, on peut pas dire oui, d'accord, Bill Gates étend son pouvoir, mais est-ce qu'il ne l'a pour vous que pour les conflits d'intérêts, ou il a fait quand même du boulot dans l'éradication ou la diminution de certaines maladies ou de certaines pandémies? Alors, je peux vous dire, il y a deux choses. Moi, je suis pas plus malin que vous, hein. Mais j'observe, il y a 20 ans, si vous regardez mon rapport que j'avais écrit au ministère, à l'époque où Bill Gates avait créé Gavi, l'autre fondation qui va, je disais, écoutez, heureusement, il y a Bill Gates pour payer les vaccins, mais qui étaient des vaccins normaux, hein, qui étaient diphtérie, tétanos, polio, dans les pays les plus pauvres, parce qu'il y a quelqu'un qui le fait. Donc, moi, j'avais pas d'opinion, a priori, je suis pas... Après, si vous voulez... les points dont Bill Gates, que je connais, dont il s'est occupé, sont une catastrophe. Il y a deux catastrophes. La première, c'est la poliomyélite. C'est-à-dire, je ne sais pas qui c'est qu'il y a. Vous savez, il y avait plus du tout de poliomyélite dans 95 pays du monde, et essentiellement la poliomyélite dans nos pays, en particulier en Europe, en particulier en France, a été éradiqué, éradiqué par les vaccins qu'on vous injectait avec le diphtérie et le tétanos. Tout à fait. Il y a un autre vaccin concurrent qu'on prend par la bouche qui est du virus vivant. Or, ce virus vivant, dans le tube digestif, rencontre d'autres virus qui sont très proches, il se recombine et dans un certain nombre de cas, il redevient virulent et il fout des poliomyélites. D'accord ? Donc, n'importe quelle personne de bon sens dit, écoutez, il faut l'abandonner. C'est ce qu'on a fait en Europe depuis 50 ans. Hein. On l'abandonne et on fait plus que de l'injectable, qui coûte un peu plus cher, mais on fait de l'injectable. D'accord. Bill Gates a voulu non pas éradiquer la poliomyélite, qui était facile à éradiquer, il suffisait de faire des injections, mais le virus lui-même qui circulait, parce que le virus qui circule, c'est maintenant exceptionnellement le virus de la poliomyélite, c'est le virus vaccinal. Et pour éliminer ça, au lieu de dire il faut piquer les gens pour arrêter la circulation du virus vaccinal, il leur a dit il faut leur donner encore plus de virus vaccinal parce que l'immunité est meilleure. D'où ça sort, ce truc. Tous les pays qui l'ont éradiqué par le... Et actuellement, depuis qu'il a fait l'éradication de la poliomyélite, il y a 10 fois plus de poliomyélite que ce qu'il y en avait avant. Et vous avez vu, il y en a eu en Israël, il y en a eu à Londres, il y en a eu à New York. Ça avait disparu complètement dans ces pays. Maintenant, il y en a à Gaza, si vous voulez, et ils sont en train de balancer du virus vivant à tous les Gazaouis. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, si vous voulez, les options de Bill Gates et de l'OMS sur la question sont anti-scientifiques. La deuxième chose, il nous a expliqué qu'il allait roll back malaria, il allait renvoyer la malaria dans ses cordes, ça allait être fini. Eh bien, vous voyez, 20 ans après, il y a toujours autant de paludisme que ce qu'il y avait à 20 ans. Il y a moins de morts. Et vous savez pourquoi il y a moins de morts ? Parce qu'il y a une chinoise qui s'appelle Yu Yu, qui du temps de Mao Tse-tung a pris un extrait de plante qui était connu comme le quinquina depuis 2000 ans pour soigner le paludisme, et que c'est devenu le traitement du paludisme qui empêche de mourir du paludisme. Donc le changement du paludisme, c'est une chinoise du temps de Mao Tse-tung qui l'a fait, c'est pas Bill Gates. D'accord ? Parce que la simplification qu'il avait, c'était on va mettre des moustiquaires intégrés. En réalité, les moustiquaires qu'on avait, elles ont des trous, les moustiques passent dans les trous. Quand elles sont lavées, toute la permétrine, c'est-à-dire l'insecticide, toutes les eaux sont maintenant remplies d'insecticides des moustiquaires qui ont été imprégnés. Et il y a toujours autant de paludisme, il y a 250 millions de paludisme par an. Donc, si vous voulez, il faut faire son métier. Son métier, c'est pas de jouer avec des jeux vidéo, hein, c'est de la médecine, c'est compliqué. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui se passent. C'est pas compréhensible pour un mec qui fait de l'informatique. Il faut qu'il s'arrête. C'est du vivant, le vivant. Vous avez bien lu mon dernier, c'est extrême, le vivant. Le mot chaoticus, oui.
Il faut être très prudent avec la médecine. C'est très, très compliqué. Les épidémies, c'est extrêmement compliqué. Et donc, comme je me méfie, je dis souvent aux gens qui sont près de moi, faites attention à ceux qui ont la main sur le cœur, parce que c'est aussi la main du portefeuille. Et donc, je me méfie des gens qui proclament leur bon cœur. Et pour revenir, pour finir, si j'ose dire, sur la conversation que les gens avaient sur Sud Radio avant, il faut faire attention de ne pas dire si on fait la drogue gratuite ou distribuable, ça ira mieux. Non, le pire qu'il y a eu avec la morphine de tout, c'est l'Oxycontin et la morphine distribuée comme antalgique qu'on donne maintenant même aux gens qui ont mal à la tête, qui a fait 500 000 morts, avec là aussi un conflit d'intérêts qui a été reconnu, c'est-à-dire que Pourdoux a acheté tous les médecins de la douleur, payé tous les congrès sur la douleur. Avec la morphine. Avec l'Oxycontin. Attention, c'est dangereux ces choses. Il faut là aussi arrêter de dire c'est simple, écoutez, si c'est l'État qui le fait, mais si c'est l'État qui le fait, ça devient normal. Et donc l'Oxycontin n'est plus considéré comme une drogue dure, ce qu'elle est, hein, de la morphine modifiée. Ce que vous dites comme un médicament antidouleur, vous voyez. Oui, ce que vous dites, Didier Raoult, en fait, en guise de conclusion, c'est qu'il faut se méfier. C'était Jacques Prévert qui disait il faut pas laisser les politiciens jouer avec des allumettes. Et là, il faut pas laisser les très gros financiers jouer avec des territoires qu'ils ne connaissent pas. En fait, c'est ça le problème. C'est toujours pareil. Et exactement. Acheter qu'ils ont envie d'acheter. Exactement, parce que si je dis Pourdoux, vous pouvez faire vraiment un parallèle avec Bill Gates, parce qu'ils ont créé une université, ils ont créé des prix pour les gens qui font ça, des milliards et des milliards et des milliards, mais 500 000 morts quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup. Merci Didier Raoult. Écoutez, on va suivre ça et on va voir ce qui se passe justement avec les États et qui commencent il y a des tribunaux effectivement qui commencent à s'agiter et on va suivre ça et on va voir si le 5 novembre, Monsieur Robert Kennedy Jr. est en tête du ministère de la Santé ou ça va effectivement troller dans les familles. À bientôt. Et vous pouvez poser votre question ou réagir à l'émission en appelant le 0826 300 300. André Berkoff revient pour parler travail au noir, eau en bouteille et guerre contre les isthmes. Cela vous semble compliqué? Ne bougez pas, vous allez comprendre dans quelques instants. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. C'était un temps déraisonnable et vous voyez où nous en sommes dans les polémiques en ce moment, hein, sur le côté sociétal, genré, coloré, bariolé. Et oui, on parle de couleurs. De quelle couleur? Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas beau. Mandez la charité, c'est quelque chose. Eh bien, ça résume effectivement cette merveilleuse chanson, vous connaissez, de Julien Clerc, bien sûr. Ça résume le travail au noir, oui. Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas bien. Alors, travail au noir, c'est pas bien, on passe en dessous de la légalité. Et voilà, le travail au noir, effectivement, on le dénonce et en même temps, ça arrange beaucoup de gens. Et puis, on paye cash, et puis on paye moins d'impôts pour les employeurs, et pas du tout d'impôts pour les employés, etc. Enfin, employés, pour ceux qui travaillent au noir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais vous dire... Il ne faudra plus dire travail au noir. Oui, ça y est, la brigade est en place, la police de la pensée est en place, en tout cas, s'apprête. Et vous voyez comme des tas de choses qui se passent depuis des années. Il ne faut plus rien dire, il faut faire attention à ne pas heurter les susceptibilités. Mais quelles susceptibilités? Vous allez me dire de quoi je parle. Eh bien, c'est très simple. Eh bien, jeudi, à l'Assemblée nationale, Frédéric Maillot, qui est député de La Réunion, gauche démocrate, républicaine, eh bien, il a pris la parole, Frédéric Maillot. Écoutez. Merci Madame la Présidente, ça sera hyper rapide, c'est juste partager avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle sans tomber dans un jugement de valeur, mais pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé? Liste noire, mouton noir, broyer du noir, et pourtant on dit bien un vote blanc et personne n'aura choisi. Voilà. Et vous avez entendu les applaudissements, effectivement.
Alors, qu'est-ce que ça pose, ça? On peut dire, oui, après tout, c'est vrai. Mais il faut plus employer... En fait, il faut plus envoyer le mot noir. Parce que le mot noir a une connotation. Et d'ailleurs, effectivement... il faudrait enlever « Noir, c'est noir », la chanson de Johnny Hallyday. Quand il dit « Noir, c'est noir, il me reste l'espoir ». Ah non, non, c'est fini. Mais s'il dit « Blanc, c'est blanc », il me reste du linge blanc. Ça n'aura pas, je pense, la même connotation. Et la chose vraiment qui a amené à faire réflexion, c'est que si on commence, et on peut commencer, à aller vers les mots, et vous savez, les mots, Orwell l'a dit, beaucoup de gens l'ont dit, on commence par désosser les mots, on change les mots de sens et les sens de mots. Pour faire quoi? Pour faire une bouillie, un gloubi-boulga qui ne sera compris par personne. Et là, on peut tout faire passer. Et je crois que Frédéric Maillet a dit ça avec la meilleure bonne volonté du monde et la meilleure sincérité. Il ne pensait pas à tout ça, mais vous imaginez, il faut effectivement débaptiser le Cap Nègre tout de suite. Il faut débaptiser effectivement, ne plus parler de broyer du noir, etc., etc. Comme il le dit. Mais alors, dites-moi, il faut plus dire blanchir de l'argent, parce que blanchir de l'argent, eh bien, c'est illégal, c'est malhonnête. Donc, pourquoi on dit blanchir de l'argent? Eh ben, moi, et puis d'autres, on va dire non, ne disent plus blanchir de l'argent. On va dire quoi? Jaunir de l'argent? Violer de l'argent? C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire qu'on confond deux choses. On confond les discriminations qui sont condamnables et doivent être condamnées. On confond le racisme qui est condamnable et qui doivent être condamnés avec les mots qui n'ont rien à voir avec ça. Je rappelle quand même la métaphore du travail au noir date du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, lorsque certains employeurs détournaient la réglementation en vigueur qui interdisait le travail de nuit en allumant une bougie. C'est pour ça que c'était travailler au noir. Voilà, c'est les gens qui travaillent la nuit avec une bougie. Alors, si on va aussi loin, il faut supprimer la nuit. Bien sûr, c'est pas retiens la nuit, toujours Johnny Hallyday, c'est supprimer la nuit. Puisque la nuit, il fait noir. Il fait noir, c'est vous qui dites qu'il fait noir. De l'autre côté de la terre, il fait blanc. Ou il fait jaune. Ou il fait... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et c'est ça peut-être le plus préoccupant, c'est que sous prétexte de faire attention à telle ou telle couleur, à tel ou tel mot, eh bien, on supprime tous les sens. Et supprimer le sens, c'est l'abrutissement généralisé qui mène à tous les totalitarismes. C'est ça le plus grave. C'est cette espèce de « Ah oui, non, c'est fini, on va être aujourd'hui, on va plus parler de rien. » Et voilà. Et vous savez, les gens, quand on les rend muets, c'est là où le fascisme, c'est là où le totalitarisme, c'est là où le nazisme, c'est là où le bolchevisme, c'est là où tout ce que vous voulez s'installe. Parce que dans cette terreur imbécile, dans ce soft power du mot, eh bien le hard power de la prison et des bruits de bottes n'est jamais loin. Voilà, on s'attaque aux mots, on s'attaque au statut, on s'attaque à tout le reste. Je ne vais pas revenir sur l'écriture inclusive et compagnie. C'est la même démarche. C'est la démarche des idiots utiles qui pavent la voie au totalitarisme qui, eux, ne plaisanteront avec rien et jamais sur ce qu'il faut faire et sur vos consciences. L'employer des mots, c'est avoir la liberté. Et la liberté, elle ne se divise pas, ne l'oubliez jamais. Donc, travaillez au noir, mais foutez-nous la paix avec ça, c'est la nuit. Alors, s'il n'y a plus de nuit noire, eh bien, prévenez-nous. Eh bien, à ce moment-là, on réfléchira. Et en attendant, franchement, occupez-vous de ce qui se passe et qui est important, au lieu de perdre votre temps alors qu'il y a tout ce qu'il y a, le chômage, la guerre, etc. On va pas revenir à jouer avec les mots et n'être pas, et surtout le crime d'être en bon terme avec les mots. Soyez d'abord en bon terme avec les mots. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche. Et l'eau à la bouche, oui, mais quelle eau?
Quel eau. Alors le problème, voilà, c'est que maintenant on passe des amendements. Vous savez que les eaux minérales, naturelles, les eaux de source, voilà, il y avait effectivement, la TVA était de 5,5%. Et la députée Eva Sass du groupe ELV-NFP, ELV Europe Écologie Les Verts, Nouveau Front Populaire, a voulu faire passer un amendement pour passer la TVA de 5,5 à 20% sur l'eau en bouteille. Alors l'amendement a été rejeté, effectivement. L'amendement a été rejeté, mais... Pourquoi cela? Pourquoi cette espèce de... Ah bien écoutez, taxe sur les bouteilles, on n'a plus d'argent, comme vous le savez, l'État n'a plus d'argent, l'État ne sait plus comment avancer, donc il faut chercher de l'argent, et ben pourquoi pas les eaux minérales? Alors c'est intéressant ça, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le problème, c'est de savoir comment on va taxer. Pourquoi on va taxer et surtout taxer tout le temps, taxer toujours, taxer de toutes les manières, voilà. Donc ça a été rejeté, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien la perte de recettes pour l'État pour le moment est compensée avec du concurrence à la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs. Eh bien voilà, on va faire une taxe sur les bouteilles en plastique contenant de l'eau. Écoutez, franchement, on va continuer comme ça longtemps. On va continuer comme ça à savoir où va taxer partout, alors que vous pourriez peut-être vous pencher sur les subventions de l'État à des milliers d'associations dont on devrait savoir certaines font du bon boulot, mais d'autres ne servent à rien. Et est-ce qu'on va aussi parler de l'aide de développement à la Chine et à l'Algérie, comme chacun sait, sont vraiment des SDF, quoi. Il faut le dire, c'est des pays SDF, hein, c'est des pays sans domicile fixe. Est-ce qu'on va parler de tout le reste, des dépenses somptuaires de l'État un peu partout? Non, on va taxer l'eau, c'est vrai. D'ailleurs, je vais vous dire, la seule chose qu'on attend, c'est un député, et ça ne saurait tarder, qui va déposer un amendement sur l'air que l'on respire. Vous allez voir, ça va se faire un de ces jours. L'air que l'on respire va être taxé. Et oui, c'est normal. Et on va taxer, évidemment, les affaires que vous allez peut-être faire, qui vont peut-être vous rapporter, mais on va taxer avant de savoir si elles vont vous rapporter. Voilà, ainsi va le monde qui nous guide en ce moment. Et ce qui est très, très, très bien, c'est que vous vous rappelez ce que disait Michel Audiard, si les cons volaient, eh bien, vous seriez chef d'escadrille, et on se dit qu'aujourd'hui, alors, du point de vue des pilotes et de l'aviation, ça marche très fort dans notre cher et doux pays. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, tous ces celui-là. Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Ah, c'est vrai, complètement gaga, complètement toqué, comme chante Pierre Bassilu. Alors c'est qui? C'est qui ce type qui dit un peu n'importe quoi? Oui, on l'a vu aux réactions, effectivement, on parle de Laurent Gérard. Vous connaissez tous Laurent Gérard, hein, l'imitateur, le chansonnier, le chanteur. Eh bien, il était chez Léa Salamé sur France 2 dans Quelle époque? Et voici ce qu'il disait. Il parlait de son ressenti par rapport à l'époque où nous vivons. Écoutez. On sent qu'il y a une minorité qui emmerde une majorité, donc c'est vrai que moi... C'est le moment où vous fermez les oreilles. Non, je vais pas aller dans le sens du wokisme et du néo-féminisme et du véganisme et de tous des trucs en isme qui nous emmerdent. Bah, votre spectacle, globalement, c'est... Je suis libre, vous savez, la scène est le dernier espace de liberté. Est-ce que vous êtes un conservateur? Bah oui. Est-ce que c'est pas un truc... Je dis ça assez sérieusement. Est-ce que c'est pas un truc d'imitateur d'être assez conservateur? Thierry Leluron était plutôt conservateur. Non, mais je cite à la fin de Dormesson, je cite Tocqueville qui dit « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Ce qui est une très jolie phrase. Et là, ça applaudit pas du tout, parce que là, on a du très lourd, comme vous avez dit. Et voilà, il faut qu'ils applaudissent, mais ils applaudissent parce qu'on leur dit « applaudissez ». Et oui. Vous avez remarqué, voilà, dans l'atmosphère aujourd'hui, eh bien, que Laurent Gérard dise, ouais, il y a une minorité qui emmerde une majorité, qui n'est pas wokiste, lui, Gérard, il n'est pas véganiste, il n'est pas néo-féministe, il n'est pas sur les trucs en isme. Eh ben, ça marche pas, hein.
Ça marche pas, Laurent Gérard. Franchement, oui, ça marche dans les théâtres où on vient vous voir, mais les autres, ça ne marche pas. Dans les émissions où l'on pense bien, on ne dit pas des choses comme ça. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Moi, par exemple, aujourd'hui, je voudrais retrouver véritablement vous savez, quelques trolls qui me disent ça va pas, oui, Berkoff, c'est oui, vous dites n'importe quoi et tout. Eh ben, je vais vous dire, voilà, je me repens. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Je suis woke, je suis vegan, je suis néo-féministe, je suis pour l'écriture inclusive, je suis pour tout ça, je suis pour LGBT, je suis pour tout ça, je vous assure, j'ai compris, je suis allé, hélas, 3 fois hélas, miséricorde, pardonnez-moi, j'ai compris que l'avenir du monde était au transhumanisme, effectivement, je suis d'ailleurs, et je me suis entouré d'ailleurs aujourd'hui, tous aujourd'hui, j'ai Marie, qui en vérité est un arbre, est un platane, parce qu'elle elle se cache en tant que femme, mais en fait c'est un platane. J'ai avec moi Julien, il est réalisateur, mais non, en fait, c'est un fourmilier tamanoir, il a la puissance du fourmilier tamanoir, il y a tout le monde, Manu, qui est journaliste, eh bien pas du tout. Vous savez ce que c'est, Manu? C'est une plante grimpante, voilà, et il ne peut pas s'assumer en tant que plante grimpante, mais il le sait. Et moi-même, eh bien, je vais vous dire, je ne sais plus qui je suis. Et c'est pour ça que ça se passe très bien. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et alors, pour le face-à-face, André Berkoff reçoit Charles Gave, l'économiste, qui est auteur aussi du livre « Cessez de vous faire avoir » aux éditions Pierre de Taillac. Voilà, alors Charles Gave, on va pas vous cacher qu'on a toujours beaucoup de plaisir à le recevoir. Et là, il vient de sortir. Je dis ça pour les épargnants et pour ceux qui vont nous appeler. Il va pas faire tous ces conseils-là, il faut lire le livre, parce que sinon on passerait 5 heures et il y aurait encore beaucoup à dire. Il a écrit « Cessez de vous faire avoir, occupez-vous de votre épargne » aux éditions Pierre de Taillac, c'est bien ça, Charles Gave? Voilà, et occupez-vous de votre épargne. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, je veux dire, qui ont des questions à nous poser, qui n'hésitent pas à nous appeler au 0826 300 300. Voilà. Et Marie, tu vas répéter ça. Je serai là. Je le redis, donc je redis, puisqu'on me le demande, le platane ou Marie vous le redit. Un numéro de téléphone pour poser vos questions ou réagir à l'émission. Le 0826 300 300. Dans quelques instants, Charles Gave, auteur du livre Cessez de vous faire avoir aux éditions Pierre de Taillac, répondra aux questions de André Berkoff. Le face-à-face. Eh bien, je vais vous dire, auditeur de Sud Radio, vous ne pouvez pas savoir la chance que vous avez. Vous savez qui est avec nous? Moïse lui-même. Il est descendu du Sinaï, pas du Sinaï, du 16e arrondissement, la tête entourée d'éclairs, ça c'est vrai. Eh bien, il a produit les 10 commandements pour l'épargnant français. Et c'est qui Moïse? Eh ben, vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Charles Gave. Charles Gave qui vient d'écrire « Cessez de vous faire avoir, occupez-vous de votre épargne ». Et il commence le livre comme ça, juste, je veux vous dire, les Français ont 2 caractéristiques quelque peu contradictoires. Ils épargnent comme des fous, et pourtant, ils vont connaître une fin de vie misérable. Dis donc, Charles Gave, vous êtes gentil, hein, vous nous noyez dans l'optimisme. Et pourquoi? Parce que, ajoutez-vous, les mêmes Français, quand il y a un problème, font toujours la même demande. L'État doit s'en occuper, à la place de se dire « Mais qu'est-ce que je devrais faire pour que ce problème ne me touche pas ?» Alors, pourquoi vous avez écrit ce livre, en fait? J'ai écrit ce livre parce que c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire courte. Mon métier, pour des raisons qui m'échappent, j'ai une façon de regarder le marché financier, l'économie, qui n'est pas celle de tout le monde. Et il se trouve que j'ai plutôt plus raison que tort. Ça fait 40 ans que vous faites ça. Ça fait 40 ans que je le fais, donc... Et donc, au départ, étant d'un naturel vénal, je l'ai fait pour des gens qui me payaient très cher. Vous voyez, c'est normal, quoi. C'est bien. Et puis, je suis arrivé à un moment où j'ai atteint ce que les Américains appellent le fuck you money, c'est-à-dire où je fais ce qui me plaît, et puis les autres, j'en ai rien à foutre, quoi, c'est pas mon problème. Et je suis revenu en France, et là, avec ma fille, on a créé l'Institut des Libertés, on a commencé à écrire sur des trucs, et je me suis rendu compte petit à petit que quand j'écrivais sur l'épargne des gens, ça les intéressait énormément. À ce moment-là, j'avais beaucoup de questions. Donc j'ai commencé à orienter un peu plus l'Institut de Liberté vers l'épargne. Et puis, j'ai fait un faux portefeuille, enfin portefeuille comme ça, dans lequel je mettais 10 valeurs françaises
et puis de l'or et des obligations chinoises, qui a fait 54% en 4 ans, ce qui était bien. 54% d'augmentation. D'augmentation en 4 ans, ce qui était bien, avec un profil de risque très très bas. Et puis les gens ils me posaient de plus en plus de questions, et ma fille m'a dit, tu sais ce qu'on va faire ? On va faire une université de l'épargne, pour apprendre aux gens à gérer leur épargne. Donc on a créé cette université de l'épargne, on n'avait pas eu le temps de dire qu'on l'a créé, qu'on avait 5000 abonnés, ce qui est quand même beaucoup. Pas mal, ouais, bien. Qu'on faisait payer la somme monstrueuse de 100 € par an, parce que si vous donnez quelque chose gratuitement aux gens, ils pensent que ça vaut rien. Donc l'abonné, il paye 100 € par an, on s'abonne à votre université de l'épargne. Il a plein de cours, il pose des questions, on a créé C'est quoi, universitédépargne.org? C'est quoi universitédépargne.fr, je crois. Ouais, vous tapez université d'épargne, vous arrivez dessus. Donc on fait des cours, on est 3 à travailler là-dessus maintenant. Et je me suis dit, on a besoin d'un manuel. Et donc, j'ai écrit le manuel. Voilà. C'est de vous faire avoir, oui. C'est de vous faire avoir. Et ce que j'essaye de montrer aux gens, c'est que c'est pas difficile du tout. La plupart des gens, quand vous le commencez à leur parler d'épargne, ils prennent un air affolé. Et ils disent, mais c'est très compliqué. Et peut-être, Charles, pardon, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que c'est que l'épargne. Mais l'épargne, en économie, je vais vous dire ce que c'est que l'épargne. C'est grosso modo, pour un type, c'est vous dépensez de l'argent, et à la fin d'avoir dépensé, vous avez la même chose. Vous voyez, vous avez dépensé votre surplus. Vous voulez dire qu'il me reste autant d'argent quand j'ai dépensé, donc c'est des bénéfices, quelque part. C'est un peu les bénéfices. Les bénéfices, d'ailleurs, dans l'épargne nationale, vous avez l'épargne des particuliers, qui mettent de côté et qui essayent d'investir pour garder la même chose, au moins. Et de l'autre côté, vous avez l'épargne des entreprises, qui sont les profits. D'accord, oui, bien sûr. J'y reviendrai parce que ce que je viens de dire est assez important. Je suis content que vous ayez cette autosatisfaction qui fait votre charme. Oui, c'est pas que je fais vous savez, ce que disait ma grand-mère, c'est quand je me vois, je me désole, quand je me compare. je me réjouis. Je me Absolument. Alors justement, je voudrais juste rappeler, parce que c'est intéressant, on va les énumérer. Je voudrais rappeler les 10 commandements de l'université de l'épargne. Vous les donnez. Tu t'occuperas de ton épargne toi-même. Tu diversifieras tes investissements entre classes d'actifs, tu rebalanceras régulièrement ton portefeuille, tu éviteras les dettes, surtout en période de déflation, tu resteras vigilant face aux signaux du marché, tu te protégeras contre l'inflation avec l'or, on va parler, tu privilégieras l'épargne en cash en période de crise, tu utiliseras la règle de la moyenne mobile de 7 ans, tu seras patient et prudent, et tu poursuivras constamment l'apprentissage. Mais alors, vaste programme, c'est très intéressant, Charles, mais comment je fais, moi, par exemple, qui travaille de matin au soir beaucoup, enfin qui sont occupés, comment on va s'initier à cela? C'est quand même très complexe. C'est pas complexe du tout. La première des choses que vous devez vous rendre compte, c'est qu'il y a 30 ans, 40 ans, gérer de l'épargne, ça supposait une infrastructure monstrueuse. C'est-à-dire qu'il fallait des ordinateurs, des trucs, c'était compliqué, passer les ordres, c'était cher. Oui. C'était très compliqué. Aujourd'hui, vous avez toute une série de plateformes sur lesquelles vous pouvez mettre votre épargne, vous déposez l'argent dans la plateforme, et ensuite, vous avez sur votre ordinateur de quoi la gérer, et c'est pas plus difficile que l'email. Et à ce moment-là, on peut le gérer tout sur un appareil et tranquille. Et vous aurez le cours, la valorisation de votre épargne en temps réel, tous les jours. Vous regarderez la façon, parce que dans ces plateformes, ils vous mettent à jour tout sans arrêt. Tout le temps, oui. Les coûts aujourd'hui de transactions sont très faibles. Pour vous donner un exemple, quand je gérais de l'épargne institutionnelle à Londres il y a 25 ans, j'avais dû installer un ordinateur qui était de la taille de cette pièce, quoi. Ah bon? Et oui, et ça me coûtait d'entretenir cet ordinateur, de faire les relations avec tout le monde, $2 millions par an. Maintenant, ça vous coûte rien. Donc, il n'y a aucune raison qu'un particulier ne se mette pas sur eToro, Boursorama, il y en a plein. Vous le faites et vous apprenez en une demi-journée comment ça marche. Comment passer un ordre, comment vérifier les trucs. Ils vous font d'ailleurs des démonstrations. Vous pouvez les avoir facilement. Vous pouvez faire des simulations, c'est-à-dire que avant que vous mettez pas du vrai argent, vous commencez à jouer avec du faux argent, des jetons, pour voir comment ça se passe. Donc, c'est très facile. Et ensuite, ce que j'essaye de montrer, la plupart des gens s'imaginent que gérer son épargne, c'est de vendre un écran. Si l'écran est vert, tout va bien. S'il devient rouge, vous donnez tout vert. Parce que ça veut dire que tout s'en va. Et donc, vous avez l'impression que vous devez rester et surveiller les signaux toute la journée. En fait, la façon dont moi je gère de l'épargne, c'est que je donne un ordre une fois tous les 3 mois.
C'est ce que je montre comment on peut gérer une épargne de façon parfaitement rationnelle en donnant un ordre tous les 3 mois en fonction d'un signal qui se produit une fois tous les 5 ans. Quoi. Et ce que je veux dire, c'est donc. Mais comment savoir si ce qui monte, ce qui descend, si je ne suis pas à la bourse, si je ne suis pas en permanence en train de regarder ce qui se passe, comment je fais? Vous vous inscrivez à l'université de l'épargne pour commencer. On signalera ces changements. Ouais. On dit aux gens que vous remplissez là. Mais je vous donne un exemple qui est assez simple. Un exemple concret, oui. Un exemple concret. Vous dites. Je veux garder la valeur de mon épargne en pouvoir d'achat. C'est-à-dire, je vais pouvoir le dépenser comme je veux. C'est-à-dire que mon épargne, une fois que j'aurai déduit le taux d'inflation, je pourrais dépenser la même chose. D'accord. Alors, dans ce cas-là, il faut utiliser ce qu'on appelle des réserves de valeur. C'est ça. Oui, ça veut dire les réserves de valeur, c'est ce qui garde sa valeur. Et dans les marchés, il y en a 2. C'est pas trop compliqué. Vous avez les obligations d'État, et vous avez l'or. Ce sont les 2 vraiment qui gardent leur valeur. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors, vous savez, que les États, aujourd'hui, sont tellement endettés qu'ils rembourseront jamais leurs obligations. Oui, c'est ça. Vous me dites, mais c'est obligation d'État, tout va bien. Mais non, je dis... Donc, quand l'État est bien géré, par exemple, vous achetez une obligation suisse, vous serez remboursé. Vous achetez une obligation française, vous ne serez pas remboursé. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites un rapport, le cours de l'or divisé par ce que vous rapporte l'obligation. Vous faites un ratio entre les deux comme ça. Et si l'or fait mieux que les obligations... C'est l'or. C'est l'or. Et si les obligations font mieux que l'or, c'est les obligations. Et vous faites une moyenne mobile à 7 ans, ce qui ça prend du temps. Et si depuis 7 ans, l'or fait mieux que les obligations, vous n'avez pas d'obligation. Vous avez de l'or. Est-ce que ça marche très très bien. Et c'est très facile. Une question, il y en aura beaucoup, je sais qu'il va arriver, mais est-ce que est-ce que c'est la même chose l'épargne? Je pose la question vraiment de Huron et la bourse, ou c'est autre chose? Alors là, est-ce que l'épargnant peut jouer à la bourse ou etc. Voilà. Non, vous avez différentes façons d'épargner. Vous pouvez par exemple acheter un appartement dans lequel vous vivrez. Ouais, c'est une épargne. Oui, c'est une épargne. C'est une épargne. Vous pouvez mettre votre argent dans un Picasso. C'est une autre forme d'épargne. Donc je définis, il y a 2 sortes d'épargne, ce que j'appelle les valeurs de rareté, un Picasso, de l'or, ou les valeurs d'efficacité, des outils. Les outils comme par exemple? Les outils comme par exemple LVMH. Ah d'accord. L'entreprise, enfin, l'entreprise. C'est-à-dire, donc la valeur d'efficacité, c'est ce qui vous permet de participer à la croissance du PIB. Parce que si vous choisissez bien vos valeurs, vous allez faire mieux que l'or ou les obligations. Donc ce que je fais là-dedans, c'est que je dis, il y a un type qui à la fin du siècle dernier, aux États-Unis, a montré que ce que j'essaie de montrer là-dedans, c'est que vous avez 4 outils que vous devez utiliser. Les bons du trésor à 3 mois, c'est-à-dire les taux courts, c'est-à-dire vous achetez un fonds de trésorerie. Vous achetez un fonds de trésorerie, allez hop. Vous avez les obligations à 10 ans de l'État, ça c'est les obligations. Vous avez les actions, l'indice des actions françaises, et vous avez l'or. Et lui, il dit, écoutez, je vais vous dire un truc qui est très rigolo quand même. Si vous faites un quart en fonds de trésorerie, un quart en obligations, un quart en actions et un quart en or, et que vous ramenez tout le monde à un quart tous les trimestres, vous ramenez tout le monde à un quart, s'il y en a qui est monté, vous le vendez, vous rachetez ce qui a baissé. Vous restez au quart, quoi. Vous restez au quart tout le temps comme ça. Et alors, ça marche? Vous faites 4% réel avec une volatilité extraordinairement faible. C'est-à-dire que vous faites à peu près 2 fois mieux que le livret A, quoi. Mais facile. Et vous ne prenez aucun risque. Il y a pour ainsi dire aucun risque. Et vous faites ça, donc vous bâtissez une espèce d'obligation synthétique indexée sur l'inflation qui fait 4% de plus que l'inflation, mais avec 4% de rendement réel, à 4% sans prendre de risque. Vous avez un portefeuille qui est totalement... Et vous n'avez même pas besoin de sortir à l'étranger. Vous pouvez le faire tranquille, vous le faites... Vous pouvez le faire dans un PEA. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est ne croyez pas que c'est compliqué. Et là, au début, je m'adresse aux femmes. Je leur dis, dans tous les pays où j'ai vécu dans ma vie, ça paraît curieux, mais c'est toujours les femmes qui s'occupent de l'épargne familiale.
Sauf en France. Parce qu'en France, les dames, si on commence à leur parler d'épargne, elles prennent un air effarouché en disant « je ne mange pas de ce pain-là, monsieur ». Oui, enfin, il ne faut pas généraliser non plus, mais c'est vrai que ça existe. Je crois que d'ailleurs, on a une auditrice. Oui, nous avons une auditrice, c'est Clarisse qui nous appelle de Paris. Bonjour Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Gave. Et merci infiniment Monsieur Berkoff pour vos émissions. Merci. Monsieur Gave, je suis abonné à votre université de l'épargne et je vous ai découvert avant sur l'Institut des Libertés, donc j'ai pas de questions sur le portefeuille, les cadrans, etc. C'est plutôt sur qu'est-ce que je peux faire de l'argent que j'ai de côté pour acheter ma résidence principale à très court terme et l'épargne de précaution, donc ce qu'on met, puisque pour l'instant j'ai pas de travail, donc ce qu'on met de côté pour les années à venir, sachant donc qu'il faut que j'ai un accès, que ce soit sûr et liquide. Pour l'instant c'est dans une banque française, mais avec la faillite à venir de l'État et sa volonté de taxer ou d'accaparer l'épargne... Comme vous y allez Clarisse, ça y est, faillite, ça y est, on est en faillite nous. On est en faillite. Bien que ça risque d'exploser, donc ça me fait un peu peur pour l'instant. Vous posez deux ou trois questions très importantes. La première, c'est vous allez avoir besoin d'acheter une résidence dans les combien de temps? 6 mois, 2 ans, 4 ans? Clarisse? Hier. Donc, bon, alors à ce moment-là, vous devez vous mettre dans un fonds de trésorerie, c'est-à-dire des placements à très très court terme, dans la monnaie française du jour, c'est l'euro. Et là, il n'y a rien à faire parce que mais surtout, vous ne le laissez pas en cash dans votre banque. Pour l'instant, je l'avais mis sur un compte à terme, mais là qui est arrivé à échéance. Est-ce que le compte à terme... Le compte à terme, vous pouvez vous le faire piquer facilement parce que le compte à terme, vous avez prêté de l'argent à la banque. Tandis que si vous vous mettez dans un fonds de trésorerie, des obligations émises par l'État français, à court terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, à ce moment-là, c'est à vous. Tandis que là, vous avez prêté de l'argent à la banque, donc si la banque fait faillite, vous vous retrouverez dans le pot commun des débiteurs de la banque, et vous serez cuite. Donc vous devez assurer la propriété. Si vous achetez un fonds de trésorerie, c'est comme si vous achetez une action, elle est à vous. Donc vous ne devez pas rester en compte à terme. Voilà Clarisse, si vous ne voulez pas être cuite, pensez à Charles Gave, et il est cru, lui. Et si vous voulez continuer à poser vos questions ou si vous voulez réagir à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff revient tout de suite avec l'économiste Charles Gave. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours effectivement avec Charles Gave, Moïse descendu du Sinaï pour vous raconter comment il faut cesser de vous faire avoir. C'est pas simple, mais honnêtement, vous vous y mettez, dans une semaine, vous y êtes. Occupez-vous de votre épargne, c'est pas un mauvais conseil. Hein. Je crois, Marie, nous avons encore une auditrice. Alors, voilà, ce sont les femmes. C'est encore une femme, vous qui disiez qu'en France, les femmes ne s'occupaient pas de l'épargne. Je suis très content que ce soit des femmes parce que c'est par elles que passera le salut. Alors, tout à fait. C'est Chantal qui nous appelle d'Arles. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour André Berkoff, je vous remercie pour vos émissions, je vous remercie de m'accueillir et je vous remercie pour la qualité de vos intervenants. Voilà, alors ma question était celle-ci. J'ai souscrit il y a 5 ans une assurance vie, j'ai un livret d'épargne populaire puisque mes revenus sont modestes et les bruits qui circulent depuis quelques jours, quelques semaines concernant la préemption possible par l'État sur nos comptes, voilà, ça m'intrigue un petit peu et je voudrais savoir quoi faire. Ne pas laisser mon argent à disposition de l'État. Ben, vous avez parfaitement raison. Essayons de raisonner une seconde tranquillement. L'État a une dette de 3 000 milliards, 3 300. 3 300 milliards. Oui, ça monte très vite. C'est déjà plus vrai, ce sera 3 400 la semaine prochaine. Bon. Et l'épargne, si vous ajoutez le livret A plus les assurances vie, ça doit faire pas loin de 3 000 milliards aussi. Et ils peuvent plus augmenter les impôts parce que tout le monde est étranglé. Et puis maintenant, on est du côté des impôts où si vous augmentez les impôts, les rentrées fiscales vont baisser. Oui. C'est la courbe de l'affaire. Vous savez, tout le monde le sait. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà, c'est ce que disaient mes grands anciens. Donc, vous vous dites, vous êtes un homme sans foi ni loi, vous vous dites, donc il y a 3 000 d'épargne chez les Français et 3 000 d'épargne que j'ai dépensé en trop. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais leur piquer leur épargne. Non ? En tout cas, donc vous devez mettre votre épargne à l'abri du gouvernement français. Il y a 2 façons de le faire.
Vous pouvez acheter, par exemple, des actions Air Liquide. À ce moment-là, ils ne vous les prendront pas. C'est à vous. C'est le droit de propriété. Et comment on sait quelles actions ont droit de propriété ou pas? Toutes les actions sont en droit de propriété, mais tout ce que vous avez en contrat, c'est-à-dire les obligations. Ouais, c'est des contrats. Donc l'État, qui est souverain, peut changer les termes du contrat. Mais il ne peut pas enlever votre droit de propriété parce que ça, c'est constitutionnel. D'accord. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les contrats en France, c'est-à-dire l'argent que vous avez à court terme dans la banque, l'argent que vous avez à long terme, les obligations, l'État peut vous les piquer. Il peut décider un jour qu'il ne remboursera pas les obligations, ou qu'il les remboursera dans 20 ans. Et y compris votre compte, comme des Chantal. Si vous avez du cash, il vous le pique. Si c'est soi-disant moins de 100 000 euros. Oui, c'est ce qu'il dit, moins de 100 000 euros. Oui, mais ça... On peut jouer. On changera. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les législations pour piquer l'épargne des Français sont déjà en place. C'est la loi Sapin qui a été faite. Tout est déjà en place pour, le cas échéant, déterminer qu'on est dans des états de difficultés financières, ils appellent ça. C'est-à-dire que l'État à l'évidence en faillite. Et à ce moment-là, ça leur donne le droit d'utiliser l'argument... Mais Charles Gave, est-ce que ça ne risque pas, je veux dire que vous dites ça, et puis les gens vont dire, oh là là, il faut qu'on enlève nos avoirs des banques, etc. Ça fait une panique. Vous savez, une panique à la chypriote ou à la grecque, quoi. Oui, mais si vous voulez, comme me disait un de mes grands amis traders à Londres, qui a fait d'ailleurs une énorme fortune dans un hedge fund et tout, que j'aime beaucoup, il dit, s'il faut paniquer, il vaut mettre le premier que le dernier, quoi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est bien joli de dire ne paniquez pas, mais en même temps, comme ces gars-là nous ont amenés dans un état où la panique est inévitable à un moment ou à un autre, il vaut mieux être le premier que le dernier, quoi. Vous n'êtes pas responsable d'avoir déclenché la panique. C'est eux qui, par leur politique débile, ont rendu la panique inévitable. Donc vous connaissez un Chantal, pour revenir à Chantal, il faut qu'elle mette son argent soit dans un compte étranger, si elle peut ouvrir un compte à la Banque cantonale de Genève, ou j'en sais rien, ça serait très bien, ou soit dans une plateforme qui est à l'étranger, comme par exemple Swissquote, qui est détenue par UBS. Je vois que les Suisses, quand même, c'est pas mal, ça à la côte, les Suisses. Mais vous pouvez aller à Singapour, mais vous ne pourrez pas aller à Singapour, vous pouvez aller à Londres, c'est très bien aussi. Vous pouvez aller à HSBC Londres, ce sera parfait. Vous pouvez aller, mais le tout, c'est de sortir du droit français. Sortir votre épargne, si vous le pouvez, du droit français. D'accord. Mais merci Chantal. Et je ne suis pas un mauvais citoyen quand je dis ça. Moi, j'en veux beaucoup aux Français d'avoir continué à prêter à l'État alors qu'ils auraient dû s'arrêter il y a des années. Pour prêter à l'État par acheter des obligations et tout. Si les Français avaient dit on vous prêtera plus tant que vous ne serez pas revenu à l'équilibre budgétaire, ils seraient arrêtés. Encore fallait-il qu'ils en aient conscience. Nos chers compatriotes. Oui, et puis moi, ce qui me tue avec les Français, c'est ce que je mets dans mon bouquin. J'ai des copains qui viennent, à qui me demandent, Charles, qu'est-ce que je dois faire? Je leur dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, j'ai une assurance vie. Je lui dis, et qu'est-ce que tu as dans ton assurance vie? Des obligations d'État. Alors je lui dis, écoute, tu m'expliques que l'État français va faire faillite, et tu mets ton pognon dans une obligation française parce qu'il te donne un avantage fiscal à la con. Mais si c'était un bon investissement, ils n'auraient pas besoin de te donner l'avantage fiscal. Il n'y a pas d'avantage fiscal sur les obligations suisses. Hein. Parce que c'est un bon investissement. Parce que c'est un bon investissement. Donc dès que l'État vous donne un avantage fiscal, partez en courant. Vous savez qu'il veut vous plumer. Donc il y a quelques réflexes comme ça à avoir. Réflexes de survie, quoi. Des réflexes de survie. Vous savez, c'est ce que disait ce brave... Schumpeter, non, pas Schumpeter. Non, c'est pas le nom, c'est ce que disait Benjamin Franklin. Il disait la démocratie, c'est quand deux loups votent avec un agneau pour savoir s'il y aura dîner ce soir. Quoi. Ça. Et l'autre, vous savez, et la variante, c'est mais moi je flatte beaucoup l'agneau, j'espère que je serai mangé en dernier. Ça, ils espèrent beaucoup ça. Oui, ils espèrent beaucoup ça. Ouais. Vous savez, être le dernier être bouffé par le crocodile. Oui, ça c'est. Et justement, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui fait? Alors, il y a quand même, et on en parle, il y a une méfiance très forte, effectivement, des gens. Vous avez entendu nos auditrices, etc., et on entend beaucoup ça dans mon émission à Sud, etc., on reçoit. Et il s'est installé une très grosse méfiance, hein, je veux dire, entre Écoutez, vous avez un peu d'épargne, hein. On vous dit, vous le mettez dans une assurance vie, vous pourrez le transmettre librement à vos enfants, il n'y aura pas de droit de douane.
et puis il y a 3 crétins à la chambre au Parlement, qui disent on va peut-être enlever cet avantage. Ouais. Mais c'est honteux. Il faut mettre des droits de succession, des choses comme ça. Il faut mettre des droits de succession, mais c'est honteux. D'abord, vous changez les termes d'un contrat, et ensuite, quel est le gars maintenant qui, aujourd'hui, sachant que ça peut arriver, va mettre de l'argent? Donc, je comprends qu'ils aient la trouille. Il faut que vous ayez la trouille. Dites-vous bien que ces gens-là, maintenant, sont là pour vous piquer votre épargne. Ils n'ont pas d'autre solution. C'est à vous, maintenant, d'aller dans des endroits où ils ne pourront pas vous la piquer. C'est tout l'objet de ce bouquin. Je veux dire, faites gaffe. Ne croyez pas que l'État est bon ou que ceux qui le dirigent veulent votre bien. Ce sont... Si vous croyez que M. Macron veut le bien de la France... Il fut un temps où on avait des dirigeants qui pensaient collectif. Qui pensaient à l'intérêt du pays. Ouais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le bien commun, c'est une notion qui a disparu dans l'éthique de nos gens qui sont élus. Enfin, je sais pas, moi. En tout cas, c'est préoccupant. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais oui, comment se fait-il qu'un peu partout dans le monde, on ait une génération de gens maintenant qui ne pensent plus au bien commun, qui ne pensent qu'à eux? C'est une nouveauté, ça. Comment se fait-il que notre système de sélection ne nous ait amené que des Macron? C'est quand même étonnant. Autrefois, ça nous amenait de temps en temps un gars qui était convenable. Oui, on peut. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser effectivement. L'entropie génétique, non. L'entropie économique, je ne sais pas. Mais Charles Gave, on va revenir effectivement avec nos auditeurs à l'épargne et à ce livre. Encore une fois que je recommande. Mais prenez le temps. Effectivement, il faut une semaine pour. Il faut une semaine à tout casser pour lire le livre, ce qui se fait en 1 heure, et surtout après pour vous renseigner sur la façon dont vous allez techniquement mettre votre épargne à l'abri. Et ça, honnêtement, autant c'était difficile il y a 30 ans, autant aujourd'hui, vous avez... C'est faisable. C'est faisable. Vous avez eToro, vous en avez 25 qui sont là, qui sont ravis d'accueillir votre épargne, qui la mettent dans un endroit sûr. Elle restera à vous et vous pourrez la gérer vous-même à partir de chez vous, en étant bien prudent et sans que ça vous coûte rien. Hein. Et si vous voulez transmettre ça à vos enfants, vous n'aurez pas 60% d'impôts à payer. Quoi. Vous les aurez peut-être, mais vous leur avez d'abord fait quadrupler. Ouais, c'est ça. Et donc, il leur restera quelque chose. Quoi. Tandis que là, vous n'imaginez pas, André, la panique des gens sur leur épargne aujourd'hui. Je suis arrêté dans la rue sans arrêt. Les gens sont affolés parce qu'ils se rendent compte que leur retraite, pour des raisons que j'ai expliquées 10 fois, ils ne la toucheront pas. C'est du pipeau, ils y arrivent pour des raisons démographiques, c'est même pas possible. Donc ils se mettent une épargne de côté et ils se rendent compte que cette épargne de côté, ils vont se la faire piquer. Donc ils se disent, mais ma fin de vie va être abominable. Comment je vais faire Comment je vais faire? C'est pas évident. Et donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que vous n'avez pas besoin de paniquer, vous devez simplement lire ce livre. Le cas échéant, vous abonnez à l'université de l'épargne, mais ça c'est, mais même celui qui vous louera, qui est gratuit d'ailleurs, ces plateformes, il vous expliquera comment faire pour donner un ordre, c'est très facile. Techniquement, etc. Techniquement, ce sera un bouton à appliquer, c'est tout, quoi. On va en parler après cette petite pause et surtout, on va parler, alors justement, Charles, on va passer de l'économie nationale à ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a eu deux dates extrêmement importantes, et je parle surtout, encore une fois, sur le plan de l'épargne, sur le plan de la monnaie, sur le plan de la gouvernance. Il s'est passé les BRICS, étonnant, effectivement. On va parler avec Gutiérrez de l'ONU qui est venu, et puis le 5 novembre, les élections américaines, dans quelques jours. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça risque de changer, ou pas? A tout de suite, après cette petite pause. André Berkoff reçoit aujourd'hui le président de l'Institut des Libertés, Charles Gave, qui nous parle de l'épargne et de son livre « Cessez de vous faire avoir ». Si vous avez une question ou vous voulez réagir à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Charles Gave, cessez de vous faire avoir, vaste programme. Marie, je crois que nous avons un auditeur. Oui, nous avons Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marie, bonjour monsieur André Berkoff, bonjour monsieur Charles Gave. Bonjour. Je viens de prendre une assurance vie auprès de la Banque Postale. Ça m'inquiète vos propos là. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Vous achetez des obligations? Il me semble que ce sont des obligations. Ça, c'est pas une bonne idée. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une assurance vie et acheter un portefeuille d'actions bien diversifié française.
Parce que là... c'est ce que j'ai fait, oui. Ce sont des actions françaises que j'ai fait, pas des obligations. Si vous avez des actions, c'est pas grave, c'est même une bonne chose, à condition qu'ils vous mettent pas trop d'actions qui dépendent complètement de l'État français. Parce que moi, vous avez une maille à partir là avec l'État français. C'est pas ça. C'est moi, vous savez, de la France. Non, il a raison, parce que vous avez des entreprises. Déjà, on sait que les entreprises du CAC 40, la quasi-totalité sont les comment ça s'appelle le siège, oui, le siège, oui. Sont contrôlés à 40% par des fonds étrangers. Déjà, il faut ça, c'est déjà mieux que l'État français. Regardez ce qu'ils ont fait à EDF. Et ce qu'ils ont fait à Alstom, c'est quand même étonnant. C'était des sociétés qui avaient et qui étaient des vrais fleurons, et ils ont réussi à foutre EDF en faillite dans un moment où c'était un monopole qui produisait de l'électricité à 25, qui le vendait à 40, et c'était impossible de foutre EDF en faillite. Mais les crétins qui nous gouvernent ont réussi à foutre EDF en faillite, à foutre Alstom en faillite. Il y a 30 ans, on dominait la transformation de l'uranium avec Areva, on dominait la production d'électricité et on dominait la distribution d'électricité. On avait été le seul pays au monde à avoir les trois. Et bien, en l'espace de 25 ans, ils ont tout foutu en l'air en affermant ça à l'Europe et en laissant l'Allemagne déterminer la politique énergétique de la France. Mais ils vont faire ça avec toutes les sociétés. Donc, la seule chance que vous avez si vous achetez une société française, c'est d'acheter une société où l'État n'est pas au conseil d'administration. Si l'État est au conseil d'administration, vous vendez parce que vous savez qu'ils vont vous plumer. Voilà Guy, vous savez comment ne pas être plumé. Qu'est-ce que c'est qu'un compte à terme, s'il vous plaît? Compte à terme, la même chose. Vous avez prêté de l'argent à la banque. Donc si l'État décide que la banque n'a pas honoré son contrat avec vous, vous êtes cuit. Si vous achetez, encore une fois, Air Liquide ou Schneider et que vous le mettez dans votre compte à la banque, c'est à vous, ils ne peuvent pas vous le prendre. Tandis que votre compte, ils peuvent prendre votre cash, ils peuvent prendre votre compte à terme. Par contre, mon simple compte en banque, ils peuvent me le prendre. Soi-disant, en tout cas, ils vous prendront tout ce qui est au-dessus de 100 000. Ça, c'est certain. Mais ensuite, s'ils ont vraiment besoin d'argent, ils diront non, c'est pas 100 000, c'est 50 000, et puis ça sera 20 000, et puis ils vous prendront tout. Oui, il y a le risque de ça, de descendre. Ah bah écoutez, on n'y est pas encore, mais tout est possible. La vie est un métier à risque, vous savez. Moi, je le vois quand même. Je comprends pas qu'un pays comme la France en soit à 3 300 milliards d'endettement. Moi, j'ai toujours été mon propre patron, chef d'entreprise. Quand il y avait des soucis, j'ai réparé, j'ai peiné, j'en ai souffert, mais j'ai réparé. J'ai jamais laissé de dette. C'est pour ça, si vous voulez. Depuis 55 ans. C'est pour ça que si la solution, je le dis depuis très longtemps, c'est d'interdire aux fonctionnaires de se présenter aux élections. Ils peuvent se présenter, mais s'ils sont élus, ils abandonnent la fonction publique pour toujours. Parce que comme ça, les fonctionnaires, si vous voulez, c'est pas leur problème. Si ça va pas, ils augmentent les impôts. Mais vous pouvez pas augmenter les prix sur vos clients. D'accord. Oui, donc, c'est-à-dire, il faut rendre, comme dans toutes les grandes démocraties, le fonctionnaire éligible, mais qui quitte la fonction publique pour toujours. C'est ça. Qui n'a pas les portes tournantes, quoi. Regardez la retraite de Hollande. Il a 6 ou 7 retraites de l'État. Il touche 3 000... Attendez, je sais pas. Il va toucher... alors, c'est contesté. Certains disent 25 000, les autres disent 35 000 par mois. C'est sympathique. Enfin, sans avoir jamais pris un risque. Oui, c'est vrai. Il a jamais eu une baraque à frites, hein. Jamais, il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est que la frite. Il avait dit, quand il était quand il était président, il avait dit, ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Oui, exact. Alors, je ne sais pas si on a Chantal. On a encore quelqu'un. On a Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, et merci d'avoir invité Charles Gave. C'est toujours pétillant quand Charles Gave est sur votre antenne. Écoutez, je sais pas si je dis une bêtise, mais sur l'épargne, depuis la loi de... Et qui Sapin 2, je crois que c'est Hollande. Sapin 2, oui. Sapin 2, oui. Qui avait déjà commencé à bien... vouloir déjà prendre notre épargne. Est-ce que vous pensez que une banque nationalisée de dépôt, si on séparait la banque de dépôt et la banque d'affaires, ça pourrait changer quelque chose? En principe, si vous voulez, on doit la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôt à M. Debré,
qui nous a aussi créé l'École nationale d'administration et l'École nationale de la magistrature. Attention, je suis fonctionnaire. Hein, oui, mais moi, mon père aussi l'était. Mais je veux dire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il n'y a aucune raison que les fonctionnaires aillent dans le domaine politique. C'est-à-dire que la fonction administrative, c'est de gérer l'État. C'est pas de prendre des décisions pour l'État. La fonction politique, c'est celle dont la noblesse est d'être foudroyée s'ils font une erreur, c'est Pétain. Mais depuis les années Giscard, la fonction administrative a conquis et a capturé la fonction politique, et nous n'avons plus de fonction politique en France. Nous avons que des fonctionnaires. Et si vous faites une différence entre Juppé et Fabius, en dehors du fait que tous les deux ont un casier judiciaire et qui sont tous les deux au Conseil constitutionnel, il semble que pour être au Conseil constitutionnel, il faille un casier judiciaire. Vous allez vite en besogne, Charles Gave, quand même. Mais non, ils ne sont pas tous... regardez Sarkozy, il en fait partie aussi du Conseil constitutionnel. Il a aussi un casier judiciaire. C'est quand même prodigieux. On ne peut pas être gendarme avec un casier judiciaire et on peut être au Conseil constitutionnel. Et c'est vrai que c'est intéressant à creuser, ça, à creuser. Merci Chantal. Moi, je voudrais quand même qu'on parle de quelque chose qui vient de nous occuper, et d'ailleurs, auquel je dois dire, à part nous, à part Sud Radio et à part un certain nombre de médias, il y a eu un silence tout à fait remarquable, c'est le sommet des BRICS. Oui, le sommet des BRICS. Alors, c'est un mouvement qui a commencé il y a très longtemps. J'avais écrit un papier, je crois, quand la BNP avait été condamnée à payer 9 milliards d'amende, parce que après 9/11, là, après le 11 septembre, le 11 septembre, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont décidé que quiconque utilisait le dollar en dehors des États-Unis était soumis à la loi américaine. Absolument. Même si les deux gars n'étaient pas américains. Même si entre Charles Gave et André Berkoff ont fait une accord, si c'est en dollars, on est susceptible de tomber sous la justice américaine. Et donc à ce moment-là, j'avais écrit c'est la fin du dollar, c'est une perte de souveraineté totale pour une nation comme la France. Remarquez que ça ne gêne pas beaucoup les politiques à l'heure actuelle, les peines de souveraineté, mais enfin, il y a autrefois, ça aurait gêné. Et donc, j'avais dit, il est foutu. Et alors, ce qui se passe depuis, c'est qu'avec la guerre qui est arrivée entre la Russie et l'Ukraine, à ce moment-là, on a commis une deuxième erreur monstrueuse, c'est qu'on a piqué les réserves de change de l'Ukraine. Et donc, de la Russie, vous voulez dire de la Russie, pardon. Les réserves de change de la Russie, oui. On a pris. Ouais. Et à ce moment-là, la plupart des gens gardaient la réserve de change en dollars, parce qu'ils avaient besoin de dollars pour acheter le pétrole. Tout à fait. Mais à partir du moment où ils les gardaient chez nous, parce qu'on avait soi-disant le droit de propriété, qu'on était un état de droit. Ce qui fait rire aux éclats tout le monde aujourd'hui. Mais l'état de droit, c'est l'état tordu. C'est l'état de droit tordu, oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens se sont dit, mais je peux pas garder ça. Et à ce moment-là, le verrou qu'avaient les États-Unis sur le paiement du pétrole en dollars a sauté. Et pour cette raison, d'ailleurs. Donc, vous pouvez maintenant, si vous êtes l'Inde, vous achetez votre pétrole dans votre monnaie. En roupie ou en roupie, ou vous payez en rouble, vous vous débrouillez. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le dollar, il n'y a plus de raison d'avoir ces réserves de change dedans. Un, vous n'êtes pas sûr que vous allez les garder. Et deux, elles ne vous servent plus à rien, puisque vous pouvez acheter votre pétrole. Et ça, c'est déjà acté. Hein. Ça, c'est déjà acté. Mais le grand problème dans un système de paiement international, c'est qu'il faut apprendre à régler les excédents et les déficits. Vous savez, il va payer un excédent, donc il doit recevoir du fric. Il va payer un déficit, il doit en payer. Et alors, autrefois, on faisait ça en passant par, une fois de plus, le dollar. On faisait des réserves de change en dollars. On les passait au pays d'à côté, qui les acceptait, etc. Le dollar était... il servait aussi, non seulement à acheter le pétrole, mais à acheter le temps. C'est ça. Il servait le temps. Or, il a perdu ça. Donc, le grand problème des marchés de tous les autres pays, maintenant, c'est de créer des marchés obligataires locaux qui vont être acceptés localement de façon à arbitrer leur excédent, et c'est ce qu'on c'est ce qu'ils ont discuté à 15 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc il y aura l'or dedans, il y aura probablement un substitut du pétrole, il y aura peut-être une espèce de banque centrale locale qui essaiera de faire une chambre de compensation, mais il faut bien se rendre compte que la vraie question qui va se poser dans les années qui viennent, c'est que les réserves de change dans le monde en dollars, c'est à peu près 5 000 milliards de dollars, c'est beaucoup. Hein. Ah oui, actuellement. 5 000 milliards, oui. Donc plus personne n'a besoin. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces 5 000 milliards? Ils ne servent plus à rien. Mais les États-Unis... oui, vous allez acheter des États-Unis, des trucs aux États-Unis. Mais qu'est-ce que vous pouvez acheter aux États-Unis aujourd'hui, si ce n'est des armes qui ne marchent pas? C'est-à-dire que ce qui s'est passé, vous voulez dire BRICS... D'un seul coup, ça rend ces 5 000 milliards de dollars dont tout le monde avait besoin inutiles. Donc la grande question, c'est...
qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, personne n'a la moindre idée. Et c'est ça dont ils discutent. Mais est-ce que c'est déjà, on peut parler de dédollarisation? Mais complètement. Ouais. Aujourd'hui, c'est-à-dire, pour essayer d'utiliser une image, vous vous souvenez des ordinateurs il y a 40 ans, et vous aviez un gros ordinateur au milieu, qui avait des écrans qui étaient branchés sur le gros ordinateur, et puis le gros ordinateur était... Tout passait par lui. Le gros ordinateur, c'est le système SWIFT. Vous savez, c'est le système de paiement. Absolument. Tout passait en dollars. Donc, la Malaisie devait payer à l'Indonésie, qui est la frontière d'à côté. En dollars. Donc ça passait par le dollar. La France avait le Kirghizistan, etc. Voilà. Et la CIA était au courant de toutes les transactions. Bien sûr. Tandis qu'aujourd'hui, ça va être remplacé par des PC. Vous aurez un PC à la Banque centrale indonésienne, un PC à la Banque centrale malaisienne. Ils feront le total des transactions qui ont eu lieu ce jour-là, et à la fin de la journée, ils essaieront de solder. Et la question, c'est avec quoi je solde? Et donc, c'est la fin du système dollar. Ouais, c'est ça. Et c'est un basculement quand même. Ah, mais c'est un basculement gigantesque. Ça veut dire qu'on sort du monde américain. C'est-à-dire qu'autrefois, en tant que gérant, en tant que financier, je devais d'abord savoir ce qui se passait aux États-Unis pour savoir les conséquences que ça allait avoir sur le reste du monde. Maintenant, il va y avoir des cycles complètement indépendants. Le cycle chinois sera plus déterminé. Faut que je sache ce qui passe en Chine, en Russie, en Inde. Voilà, et je vois comment ils se mélangent les uns aux autres. Ça va devenir amusant à nouveau. Et alors, comme d'habitude, l'Europe va payer les pots cassés. L'Europe a décidé de devenir Venise au XVIIe siècle, un pays de bronze-cul qu'on va voir quand on a envie de rigoler, quoi. Marrakech avec un peu de pluie, quoi. Ouais, oui, et pas de bons impôts. Et pas de bons impôts. Au moins à Marrakech, il n'y a pas d'impôts, quoi. C'est vrai. On va continuer à en parler avec Charles Gave. Cessez de vous faire avoir après cette petite pause. À tout de suite. Et si vous voulez réagir ou poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes toujours avec Charles Gave, Cessez de vous faire avoir, ce livre, effectivement, si vous êtes intéressé à votre épargne et qui n'est pas intéressé à son épargne, quelle qu'elle soit. Et restez libre, j'ai écrit ça pour que vous restiez libre. Et restez libre et avec l'esprit critique. Oui. C'est important, ça, l'esprit critique. Vous savez, c'est toujours pareil, si vous mordez pas la main qui vous nourrit. Exact. Et comme disait l'autre, il n'y a pas de free lunch. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Charles Gave, justement, on a parlé des BRICS et on a parlé de ce que cette dédollarisation qui a commencé et qui effectivement s'est activée. Alors, les élections américaines. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on va essayer. Bon, tout le monde me dit c'est très proche et tout ça. Bon, on verra. Je suis pas Madame Soleil, mais on va essayer. Je vais vous dire quel est le scénario qui fout la France en l'air. C'est peut-être une meilleure façon de raisonner. Allons-y. Si Trump est élu, s'il a le contrôle du Sénat, s'il a le contrôle de la Chambre des représentants, à ce moment-là, il a le contrôle du système politique. Le nettoyage de l'État profond commence avec Kennedy, avec Candace Owen, avec Tucker Carlson, avec et Elon Musk. Qui sait comment marcher une tronçonneuse. Donc, ils vont à ce moment-là, l'Amérique, quelque part, redevient isolationniste. Ouais. Mais pourtant, elle va continuer avec la Chine, avec tout, avec la mais Russie. Mais beaucoup moins. Vous savez, ce que va faire Trump, c'est qu'il va dire à la Chine, d'accord, on n'est pas copains, mais si vous mettez les usines aux États-Unis, on redevient copains. Ouais, c'est ça. Donc, même chose pour la Russie. Il se débrouillera. Donc, ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que si ça se passe comme ça, la rentabilité du capital investi aux États-Unis va beaucoup monter. Donc, à ce moment-là, les taux d'intérêt vont beaucoup monter. Et si les taux d'intérêt montent beaucoup, comme les taux français sont branchés sur les taux américains, nos taux d'intérêt vont monter beaucoup par sympathie. Et si vous croyez que le gouvernement français peut prendre une hausse de 2 points des taux d'intérêt, c'est que vous n'avez pas regardé les chiffres. C'est-à-dire que la victoire totale de Trump m'amènerait à vendre toutes les obligations françaises, si par hasard j'en avais encore, ce qui n'est pas le cas, et à me dire, vain Dieu, le système risque d'exploser, parce que là, la France, si les taux d'intérêt montent de 200 points de base, la France est en faillite demain. Mais on est obligé de suivre les taux d'intérêt américains. Oui, parce que sinon, sinon si vous suivez pas les taux américains, ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous ayez des réserves de change à vendre pour vendre vos obligations américaines pour acheter les obligations françaises. Quid de l'euro? Le vrai problème de l'euro, c'est que pour la première fois depuis... Vous savez, les Allemands, ils avaient un système de retraite qui était fondé, encore une fois l'épargne, sur les obligations allemandes. Parce que pendant 40 ans,
le Bund, l'obligation allemande, vous donnait du 5% réel. Donc c'était pas la peine de s'emmerder. Bien sûr. Vous achetiez des obligations, vous étiez un fonds de pension. Vous achetiez des obligations le matin, l'après-midi, vous alliez jouer au golf à 3h, c'était pas embêtant. Tout va bien. Sauf qu'ils ont perdu 25% sur ces obligations avec l'euro depuis 3 ans. Donc tous les fonds de pension allemands sont en faillite. Donc il faut que l'Allemagne se remette à épargner. Donc ça va être un petit peu comme en 1936, vous savez. Nous, on va prendre les congés payés, on va voir la mer, et les Allemands, ils se réarment. Et aujourd'hui, les Allemands sont en train de se réarmer, et nous, on discute des congés payés, quoi. Et c'est la même chose. Du travail au noir. Ouais. Du travail au noir. Donc, il faut bien vous rendre compte que pour la première fois depuis les années 30, les deux politiques économiques sont en 180 degrés l'une de l'autre. La France veut continuer à vivre dans le rêve et la dépense. L'Allemagne se remet à épargner. Et donc, à ce moment-là, je ne vois pas comment on le retient. Donc, dites-moi, le couple franco-allemand, c'est une aimable farce. Ça l'a toujours été. Oui. Ça l'a toujours été. Les Allemands ont toujours obéi aux Américains. Et puis c'est tout, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous connaissiez le slogan du Front Populaire, c'était du pain, du travail, et puis je sais plus quoi, la liberté. Pain, travail et liberté, oui. Oui, et 4 ans après, on avait les Allemands à Paris, on n'avait ni pain, ni travail, ni liberté, quoi. C'était... Oui, mais enfin là, c'est pas le Front Populaire qui dirige ici, en ce moment. Non, mais c'est des incompétents. Ouais. C'est des incompétents, si vous voulez. Et c'est quand même assez hallucinant qu'il n'y ait pas de prévision, de penser voilà ce qui peut se passer. Regardez, moi j'ai été frappé dans l'histoire du BRICS. C'est que pratiquement personne n'y est allé dans les médias. Moi, ça fait 10 ans que j'ai personne n'en parle. Personne n'en parle. Pourquoi ? Il faudra que vous me répondiez un jour à une question qui me gêne beaucoup. C'est qu'il y a des gens qui sont autorisés à parler, comme, je sais pas, Duhamel, ou Minc, ou Attali, ou j'en sais rien. Ça fait 40 ans qu'ils se plantent. Et 40 ans que tout le monde les interviewe comme s'ils avaient dit quelque chose d'intelligent la fois d'avant. Mais ces gars-là se trompent surtout. Donc, à quel moment la classe journalistique française va-t-elle décider qu'il y a des gars que c'est pas la peine d'interroger ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est extraordinaire. Vous lisez les bouquins de Minc, il y a 30 ans, vous pouvez pas vous empêcher de vous rouler par terre de bonheur, quoi. Sans parler des généraux de plateau aujourd'hui. Hein. Les généraux de plateau qui n'ont jamais vu une troupe, d'ailleurs, qui sont tous des gars... Qui ont fait leur carrière au centre de l'OTAN. Voilà pourquoi ici on essaie d'interroger des gens qui savent, en tout cas dans leur parti, ce dont ils parlent. Et c'est le cas, je le dis, de Charles Gave. Cessez de vous faire avoir. Écoutez, cessez de vous faire avoir et prenez le temps de ne pas vous faire avoir. Si vous ne prenez pas le temps, vous ferez avoir. Hein. Ça, je peux vous dire. Merci. Et si vous avez raté l'émission ou si vous voulez tout simplement la réécouter, vous pouvez vous brancher sur sudradio.fr et la retrouver en